Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est dans la continuation des travaux que je conduis actuellement sur l'intelligence spirituelle appliquée au leadership et au management humaniste. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'ego et du self, et de l'importance de maîtriser l'ego et de développer le self. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous donner la définition du leader. Qu'est-ce qu'être un leader ? Un leader, c'est quelqu'un qui va atteindre une série d'objectifs. Alors bien sûr, cela ne s'applique pas forcément au milieu professionnel, mais également au milieu personnel, individuel. Donc pour cela, pour atteindre ces objectifs, nous avons à notre disposition ce qu'on appelle des intelligences. Pas une seule intelligence comme il était précédemment évoqué, mais des intelligences, et nous allons voir quelles sont ces intelligences qui sont à notre disposition pour réaliser nos objectifs. Je vous rappelle la définition de l'intelligence que vous trouverez par ailleurs sur mon blog. J'ai publié un certain nombre d'articles sur le sujet. L'intelligence est un potentiel inné, matérialisé par une pratique. En fait, c'est la capacité d'adopter un comportement adapté aux circonstances ou de faire des choix raisonnés. L'intelligence, c'est quelque chose qui permet d'évaluer une situation et de réagir à cette situation en faisant des choix, en prenant des décisions qui soient adaptées à la circonstance. Vous trouverez donc dans les articles que j'ai déjà écrits les différentes réactions qui peuvent arriver dans des situations très quelconques, comme par exemple être bloqué dans un embouteillage. Et vous verrez que même sur des cas aussi simples que ceux-là que nous trouvons dans la vie quotidienne, nous pouvons utiliser 4 types d'intelligence. Alors, je vous rappelle quels sont les 4 types d'intelligence sur lesquels je travaille. L'intelligence corporelle, la première intelligence, c'est-à-dire avoir conscience de son corps et utiliser ses capacités. Ceci est la première chose. Important d'utiliser ce que le corps vous envoie comme signal. Le deuxième type d'intelligence à notre disposition, c'est l'intelligence émotionnelle. Je vous rappelle les travaux de Goleman à ce sujet, c'est-à-dire avoir de bonnes relations avec soi-même et les autres. La troisième intelligence que nous connaissons bien est l'intelligence mathématique ou verbale. Et ensuite, la dernière intelligence sur laquelle nous travaillons, sur laquelle je travaille essentiellement, c'est l'intelligence spirituelle, dont les premiers travaux ont commencé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années à peu près, une dizaine d'années je dirais, et qui maintenant prennent de plus en plus d'ampleur, particulièrement dans le domaine des affaires. Donc l'intelligence spirituelle, je vous le rappelle, est la capacité à prendre du recul par rapport à une situation. En d'autres termes, c'est une sagesse intérieure guidée par la compassion et l'équanimité, la recherche de paix intérieure et extérieure. Donc il y a une logique dans le déclenchement de ces différentes intelligences. L'intelligence corporelle est la première qui réagit en cas de danger. C'est celle qui est déclenchée par le cerveau reptilien. Cette intelligence corporelle va envoyer des signaux à l'intelligence émotionnelle. Soyez donc très attentifs à vos émotions. Quand vous avez une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre ego, au niveau de votre ressenti. Un élément, une information qui vient percuter votre système ou vos filtres intérieurs, donc vous allez avoir une émotion en réaction à ce signal ou cette information extérieure. L'intelligence cognitive, qui est mesurée par le quotient intellectuel, va prendre le relais, va analyser cette émotion. Attention, tout va se jouer ici, très très important, donc parce que vous pouvez réagir de façon extrêmement émotionnelle sans que la raison, sans que la pensée ou la raison prenne le dessus et analyse la situation. Et enfin, l'octave supérieure de l'intelligence cognitive, c'est l'intelligence spirituelle qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation afin de prendre les bonnes décisions. Alors j'ai mis ici de façon différente la façon dont ça se passe. D'abord on a
tous besoin des 4 intelligences. Elles sont innées, hein, c'est pas qu'on en a besoin, c'est qu'elles sont, elles fonctionnent envers et contre tout. Mais malgré tout, plus on monte ou plus on passe d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire plus on va de l'intelligence corporelle à l'intelligence spirituelle, plus cela demande du travail et de la maîtrise sur soi. Ça demande également de la connaissance de soi pour arriver à certain niveau d'intelligence spirituelle. Mais vous trouverez tout ceci beaucoup plus détaillé dans les vidéos précédentes que j'ai mis en ligne. Alors, je vous rappelle bien sûr les différents types d'intelligence. L'intelligence physique est fondatrice, bien sûr. Notre corps est notre premier véhicule. Donc, l'importance du sommeil, de l'exercice, de la diète, l'importance aussi des réactions biochimiques, de la relaxation et de la méditation. Donc, ça, c'est la base. Le corps est la base. Ensuite, l'intelligence émotionnelle qui ouvre la porte, comme je vous le disais, à l'intelligence cognitive, qui est les émotions ouvrent la porte à la pensée, aux portes que vous pouvez d'ailleurs refermer si vous le souhaitez. Et ensuite, donc l'intelligence cognitive prend le relais des émotions, elle nous permet de raisonner, mais bien sûr, elle a des limites. Je vous ai mis ici une citation, un court extrait d'une lettre qu'Albert Einstein a envoyée à la reine Elisabeth de Belgique en septembre 1952. En tant qu'être humain, nous disposons de suffisamment d'intelligence pour pouvoir voir clairement à quel point l'intelligence est totalement inadéquate face à ce qui existe. Bien sûr, fin de la citation. Bien sûr, compte tenu, pour compléter la phrase, on pourrait rajouter compte tenu de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Alors, comment ça se passe dans le cerveau? Juste un court passage par les fonctionnements du cerveau. Donc, vous avez le tronc cérébral ici, donc qui est la partie la plus primitive du cerveau. C'est là où se développe, où va se mettre en place des réactions instinctives face à un danger, par exemple. C'est donc tous les automatismes se situent à ce niveau-là, mais de même aussi que la mémoire et l'apprentissage. Alors l'amygdale, c'est là ce qui va nous intéresser. L'amygdale nous intéresse surtout au niveau de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est l'amygdale qui déclenche des réponses émotionnelles. Elle reçoit en général des signaux du néocortex, et quand le signal vient mais en cas de danger, le signal vient directement du thalamus, donc là qui traite tous les messages sensoriels, les messages que l'on reçoit visuellement, de façon auditive, etc., qui normalement les transmet au néocortex, qui va l'envoyer à l'amygdale, mais qui en cas de danger, l'amygdale peut court-circuiter tous ces circuits et envoyer un signal directement au tronc cérébral, c'est-à-dire au cerveau reptilien. Alors, ensuite, vous avez les lobes frontaux qui intègrent les informations reçues de l'extérieur et qui prend les décisions d'agir. Et bien sûr, le néocortex qui est associé avec les pensées les plus complexes. Là, je vous renvoie aux travaux faits par le docteur Fradin en neuromanagement qui a beaucoup travaillé sur justement le développement, comment entraîner plutôt le néocortex à traiter des situations de plus en plus complexes. Donc, qu'est-ce qui peut déclencher la réaction de l'amygdale et donc les émotions? En fait, c'est tout ce qui a trait à l'ego. C'est quand l'ego est atteint, c'est-à-dire ne pas être apprécié, ne pas être écouté, le manque de respect, être traité injustement, être tenu de répondre à des attentes irréalistes de la part de votre patron ou de l'environnement. Donc tout ceci va déclencher des réactions émotionnelles, et donc les réactions émotionnelles peuvent, si vous n'avez pas le recul nécessaire, devenir instinctive et prendre la forme de colère, de fuite, de violence, en fait, toutes les réactions instinctives que l'on peut avoir en cas de danger. Alors, c'est parce que l'ego ne reconnaît pas, l'ego fonctionne à partir de la peur. Donc, c'est le fait de ne pas être apprécié, de ne pas être écouté, va ouvrir des zones de peur. La peur de ne pas être reconnu, de perdre son job, le peur de ne pas... et donc, va réagir, et donc l'amygdale va déclencher des émotions et déclencher des réactions instinctives. Sauf à faire intervenir
la raison, c'est-à-dire les pensées cognitives, et au-delà des pensées cognitives, faire intervenir l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire rechercher le sens de la situation. Et vous voyez tout de suite à quel point il faut prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Ça demande beaucoup de travail sur soi-même. Mais rien n'est impossible. Et donc, je vous invite à continuer à travailler, comme je vais vous le dire plus tard, tous les jours sur ce développement d'intelligence spirituelle, entre autres via la méditation. Alors, important de savoir aussi qu'il y a un effet miroir de nos comportements. C'est-à-dire que les actions face à face stimulent une résonance neuronale similaire dans les deux cerveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai peur ou quand je réagis de façon agressive, l'autre en contrepartie, par un effet miroir, va réagir également de la même façon. C'est-à-dire va sentir la peur et ou va réagir de façon agressive ou va se mettre en résonance avec les ondes que qu'envoie notre cerveau. Donc, notre état émotionnel va se répercuter sur l'état émotionnel de la partie, en face de nous, de la personne en face de nous. Donc, cet état émotionnel interne est reflété dans le cerveau de l'autre personne. Donc, je vous ai mis ici les références que vous pouvez trouver. C'est des études qui ont été menées sur ce sujet, sur les neurones miroirs et la théorie du cerveau. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les émotions, tout de même, sont nécessaires, elles sont essentielles. Je vous rappelle à ce sujet-là tous les travaux de Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Donc, Goleman a dit très bien, les émotions sont essentielles, sont nécessaires, mais il faut les maîtriser. Apprenez à les reconnaître. Alors, je vous redonne la définition de Goleman sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à reconnaître nos propres ressentis, ainsi que ceux des autres, pour nous automotiver, pour gérer ou maîtriser les émotions aussi bien en nous-mêmes que dans nos relations avec les autres. C'est pour atteindre un certain niveau de communication apaisée que Goleman a développé son modèle sur l'intelligence émotionnelle. Alors, et comme je vous le disais très bien, les intelligences, l'émotion, nous en avons besoin, tout comme les pensées d'ailleurs, mais encore faut-il les maîtriser. Et là, je vous ai mis, donc il faut maîtriser les émotions, mais le même problème peut se présenter de non-maîtrise au niveau des pensées. Donc, les réseaux neuronaux sont marqués par nos actions et nos pensées. Cela veut dire que toutes ces pensées négatives, ces actions négatives comme l'agressivité, la peur, marquent une empreinte, donnent une empreinte, posent une empreinte dans notre cerveau. Donc, il est important de maîtriser les trois grandes émotions toxiques que sont la colère, l'anxiété, la dépression. Également la peur d'ailleurs. Il ne faut pas, comme je vous le disais, il est important de s'exercer à cette maîtrise. Elle n'est pas du tout acquise. De façon spontanée, nous allons réagir, c'est le cerveau rectilien qui prend le dessus. L'ego, quand il est blessé, va réagir, voire surréagir. Et donc ça, c'est la première réaction instinctive de l'homme. C'est ce qui lui a permis de survivre d'ailleurs, d'où l'importance de ces réactions. Mais elles sont généralement décalées par rapport aux situations que l'on vit actuellement, où notre vie est rarement en danger. Mais l'ego ne fait pas la différence entre le fait d'être en danger sur ce plan-là et le fait d'être, par exemple, vexé par une remarque blessante. Il va réagir de la même façon par l'agressivité. Et souvent, la réaction est décalée. Donc, si vous souhaitez des résultats à long terme, il est important de développer une pratique stable. Alors, quand je dis une pratique stable, c'est comme par exemple la méditation, afin de reconnecter les réseaux neuronaux. Méditation, ça peut être du sport, ça peut être une activité artistique également. Tout ce qui est autour de l'art permet de reconnecter le cerveau avec ce que j'appelle le beau et l'esthétique. Donc n'hésitez pas à pratiquer régulièrement une activité qui vous permette de maîtriser vos émotions et vos pensées. Chacun a sa façon de s'exprimer dans ce domaine, que ce soit artistique, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la méditation ou le yoga.
Alors, comment passer de l'intelligence émotionnelle à l'intelligence spirituelle? Alors, je vous rappelle les 4 dimensions de l'intelligence émotionnelle, parce que ces 4 dimensions vont être reprises par une chercheuse qui s'appelle Cindy Wilsforce et qui a développé un modèle d'intelligence spirituelle basé sur ce même schéma des 4 et ces 4 segments. Alors, tout démarre par la conscience de soi. La conscience de soi, c'est déjà le point de départ. Il faut se connaître soi-même, il faut avoir conscience de ses émotions, il faut avoir confiance en soi et avoir une auto-évaluation exacte de qui on est, de ce que l'on est. Cela continue ensuite par une maîtrise émotionnelle. Donc là, une première étape, en fait, il y a 2 étapes concomitantes, il y a celle-ci et aussi celle-ci. La première étape, donc, ça consiste à se maîtriser, la maîtrise émotionnelle, par la transparence, l'adaptation, c'est-à-dire ne pas avoir véritablement d'attente par rapport à ses émotions et d'attente par rapport à l'autre surtout. Être tourné vers les réalisations, avoir de l'initiative et de l'optimisme. De l'autre côté, également, à partir de cette conscience de soi et de cette connaissance de soi, développer une conscience sociale. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, développer de l'empathie, ce qui passe par la conscience organisationnelle, une conscience orientée vers le service. Et ensuite seulement, une fois cette maîtrise de soi réalisée et une fois cette conscience sociale en place, on peut développer une maîtrise, une gestion des relations avec les autres qui soit apaisée, je dirais. Et là, ce sont les métacompétences du leader inspirant, de l'agent du changement, de l'influence, de la gestion de conflits, la capacité à gérer des conflits et la capacité de travailler en équipe. Alors, je ne rentrerai pas du tout dans le détail de l'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits suite aux travaux de Goleman et de Botzaris, qui ont développé en détail aussi dans leurs ouvrages les qualités, donc ces 18 compétences, ou ces qu'ils appellent des métacompétences. Et donc, depuis une vingtaine d'années, un certain nombre d'ouvrages ont été écrits sur ce sujet. Alors, comme je vous le disais, Cindy Wilsforce a développé un modèle que vous allez trouver sur le site de Deep Change. Elle est partie exactement de la même démarche que celle de Goleman, c'est-à-dire elle est partie des 4 segments, mais au lieu d'appliquer ce modèle, cette approche en quatre segments à l'ego, elle a appliqué ceci au self. Mais la démarche est strictement le même, seuls des mots vont changer, c'est-à-dire la dimension, le niveau sur lequel on se situe va changer. De la conscience de soi, nous passons à la conscience du self. Et le self, je donnerai la définition dans la diapo suivante, la définition qui viendra de Jung d'ailleurs. Donc c'est un autre niveau de conscience, c'est la conscience de soi, la conscience de ce qu'on fait, de notre mission, de ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on souhaite, ce que l'âme désire réellement. Donc pas l'ego, mais l'âme, c'est-à-dire le niveau supérieur. La maîtrise, ensuite, la maîtrise de soi, le mot c'est la maîtrise du self, donc la maîtrise de sa mission. Donc on va être à un niveau supérieur de maîtrise et on va parler d'équanimité à ce niveau-là. Donc de paix, de compassion, on va se situer là aussi, c'est pas la maîtrise de ses émotions, ça va être la maîtrise de son chemin de vie. De là, la conscience du self, et comme je vous le disais, comme on avait passé de la conscience de soi à la conscience sociale, on va passer à la conscience de l'univers, c'est-à-dire que nous sommes un élément parmi tant d'autres. On va parler d'interconnexion entre les personnes, on va parler des derniers rapports philosophiques dus aux découvertes dans le domaine quantique. Donc on va parler de complexité ici, on va parler de conscience de moi, de ma personne, de ma mission dans un schéma beaucoup plus large qui est l'univers et l'énergie que cela représente. Le dernier segment,
Ici, on parlait d'aptitude sociale, hein, qui incluait le leadership inspirant, la gestion des conflits, etc. Ici, on va parler de maîtrise, de devenir maître, en fait, au sens de devenir maître sur le plan social et de devenir un exemple à suivre. On va parler par exemple, dans le domaine écologique, on va parler, donc vous voyez le niveau de maîtrise et le niveau, oui, de maîtrise et de conscience est beaucoup plus large. Ici, on se situait dans une conscience de son environnement, de soi et de son environnement immédiat. Ici, on va parler de conscience à un niveau supérieur de soi dans un univers beaucoup plus complexe. Donc, pourquoi maîtriser ses émotions et développer son intelligence spirituelle? Alors, être un meilleur patron, un meilleur collègue, prendre de meilleures décisions, être plus ouvert au changement et à l'apprentissage, être plus heureux et plus apaisé, c'est-à-dire moins de souffrance et plus de joie, être moins stressé, donc dépassement personnel, s'élever pour comprendre la situation globale est la clé ici. Là, c'est un trait particulier, un trait très spécifique de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle et la capacité à prendre du recul et surtout à trouver le sens d'une situation. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Donc, en quoi cela contribue à la réalisation de mon chemin de vie? Donc, vous voyez, on est beaucoup moins stressé par le fait de poser des bonnes questions et par le fait de savoir si on est sur son chemin. Donc, être plus concentré, plus clair sur votre mission de vie. Donc, en gros, comprendre le sens et également comprendre le sens de vos souffrances dans votre vie. Mais donc, toujours dans ce cadre-là, pourquoi maîtriser ses émotions et développer son intelligence spirituelle? Ce qui est important surtout, c'est de réaliser ce que vous êtes, ce que vous êtes réellement. Pas ce que les personnes ou l'environnement vous demandent d'être, mais ce que vous êtes vous et devenir qui vous êtes. C'est ce que j'appelle un chemin de vie déterminé par une personnalité, puisque tout le monde a une personnalité distincte. Donc, comme on a tous, comme je vous le disais dans une précédente présentation, comme nous avons tous une identité physique, nous avons également une identité psychique. Donc, et cette identité psychique vous permet de devenir qui vous êtes réellement. Parvenir à l'équanimité, je vous le disais, donc paix intérieure, paix extérieure, donc en donnant le contrôle ou la maîtrise de vos actions et de vos pensées à votre self et non à votre ego. C'est-à-dire que le pilote dans l'avion va devenir le self et non plus l'ego. L'ego agissait par peur et donc était toujours poussé en avant par l'agressivité, était poussé à défendre son territoire et a tendance à prendre le contrôle très rapidement. Je vous dis, c'est quasiment automatique. Et donc maintenant, il faut laisser le contrôle au self, c'est-à-dire au soi et à votre âme afin de réaliser qui vous êtes. Donc je vous disais que l'importance, à quel point l'équanimité était importante. Alors ce que n'est pas l'équanimité, on va le définir de façon négative, ce qui est rare, mais là c'est important. Ce n'est pas être un robot sans émotion, ce n'est pas ne jamais pleurer, ne jamais se sentir frustré, ce n'est pas se retirer du monde, mais ce n'est pas non plus agir à partir de certitudes rigides. Alors je vous dis tout ça parce que l'équanimité a été développée surtout dans la philosophie bouddhiste, où l'on voit des moines se retirer de la vie pour atteindre un niveau de ce qu'il appelle le nirvana, c'est-à-dire un niveau de paix intérieure et extérieure. Ici, ce mot repris dans les études sur l'intelligence spirituelle ne signifie pas du tout ça. C'est une volonté de vivre pleinement ici et maintenant, d'expérimenter aussi bien la souffrance que la joie et de ne pas être attaché ni à ces expériences ni aux résultats de ces expériences. Ce qui importe ici, c'est le chemin et surtout l'équilibre. Il est important, je pense, de revoir les définitions et de savoir de quoi on parle exactement.
Donc, quelle est l'origine des théories en intelligence spirituelle, notamment celle de Deep Change? Donc, la psychologie, bien sûr, hein, le monde des religions, hein, sur lequel on a beaucoup, qui ont bien sûr beaucoup travaillé sur certaines définitions, le monde de la science et des neurosciences, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, de tout ce monde-là, toutes ces découvertes et les études approvisionnent les études en intelligence spirituelle et bien sûr la philosophie qui se pose la question de la paix intérieure, de la violence depuis de nombreuses années. Tout cela a donné naissance à ce qu'on appelle le quotient spirituel, donc qui sert actuellement dans de nombreuses thèses. Donc, et également, je vous ai donné sur mon site les tests de quotient spirituel, mais il y en a d'autres, bien sûr. Je vous ai donné qu'un exemple de ce qui s'utilise actuellement dans les thèses en psychologie. Alors, je voudrais revenir rapidement sur la définition de l'ego, hein, qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. L'ego, c'est une partie de nous-mêmes, donc elle est complètement intégrée, elle est complètement nécessaire, elle est même vitale. Hein. Mais l'ego a peur. L'ego a peur, il est en colère, il est séparé des autres, il ne veut pas être mélangé à la masse, il veut exister. Donc il aime les drames, il aime les rôles de victime, d'agresseur ou de sauveur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman, où c'est un jeu qui se joue entre une victime, un bourreau et un sauveur. Donc, et l'ego aime bien jouer à ce jeu-là, donc il prend l'un des trois rôles, hein, suivant les circonstances, mais bon, comme vous le voyez, c'est un petit peu monotone, et donc il est important de sortir du triangle de Karpman, qui a été très bien décrit, en décalant son attitude, en décalant ses pensées, ses actions. Donc l'ego pense à moi comme un corps, il existe, il a une véritable réalité, il veut absolument être reconnu. Donc il a besoin de fonctionner dans une réalité tridimensionnelle, ce qui est bien pratique, mais qui peut entraîner des surréactions. Il résiste au départ bien sûr à la croissance spirituelle parce que l'ego, comme il a peur, veut tout contrôler, et donc y compris sa croissance spirituelle. Donc vous allez trouver dans les gourous par exemple, dans le domaine de l'intelligence spirituelle, qui ont repris ça à leur compte, qui travaillent plus sur leur ego que sur leur croissance, la véritable croissance spirituelle. Attention toutefois sur cette définition de l'ego, ce n'est pas la définition de Freud, mais c'est une définition inspirée des travaux de Jung et de la littérature spirituelle et aussi psychologique. Mais l'ego peut évoluer. Donc l'ego est un outil à notre disposition. L'ego a pour objet de nous maintenir en survie, en vie. Il veut d'abord nous défendre, hein, donc il faut tout de même lui rendre hommage. Le problème est quand il devient surdimensionné ou quand il déclenche des réactions qui ne sont pas adaptées à la réalité. Donc bien sûr, nous avons besoin de nos égos, mais nous avons besoin d'un ego sain, c'est-à-dire qui reste à sa place et qui soit à notre service et qui ne veuille pas prendre le contrôle systématique de la situation. Donc il faut qu'il ait un développement ou une place appropriée afin de répondre aux besoins et aux demandes de notre vie professionnelle et personnelle et du monde en général. Donc, important de maîtriser l'ego et de laisser la place au self. Alors, le self ou self supérieur, c'est la part de nous-mêmes qui est éternelle, sans peur, compassionnelle, sage, en paix et pleine de joie. En fait, on va parler ici de mission, de ce pourquoi je suis ici. Nous avons tous quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons tous ce que j'appelle une mission. J'ai eu du mal à trouver un mot qui soit équivalent au nom de mission. Nous avons, et l'âme, puisqu'on va parler, comme vous le voyez dans les synonymes, vous trouvez l'âme, l'esprit, Bouddha, la conscience, l'essence, le self essentiel, le self authentique, le Dao, recherche l'unité avec les autres et la source. Quand je dis la source, c'est l'énergie primordiale. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers. C'est une source d'énergie primordiale à laquelle nous souhaitons être unis à la fois et peut aussi participer.
Donc être uni et participer, comme un neurone dans un cerveau, fait partie à la fois d'un ensemble plus grand, le cerveau, mais a son rôle à jouer. Et nous avons tous un rôle à jouer. Alors encore faut-il le définir, et pour le définir, partir de la connaissance de soi, bien sûr, d'une meilleure connaissance de soi. Donc c'est sur ce développement de self supérieur qu'il nous faut travailler, et nous allons demander au self, donc au soi, de prendre la maîtrise de notre vie, et donc pas l'ego. Donc l'ego, donc le self a trait à l'unité, la connexion avec les autres, le service, l'abondance, puisque nous sommes dans un système d'énergie quasiment illimité, en termes encore une fois, d'énergie, c'est un système d'abondance. Penser à long terme, des solutions gagnant-gagnant, ça c'est le self. Le self est l'âme donc qui cherche à se réaliser. Encore faut-il dépasser l'ego qui se rapporte à l'isolement, je veux exister, je veux me protéger, l'économie, la pensée à court terme, les rapports de perdant-gagnant, je veux exister contre l'autre et non pas avec. Donc l'ego soutiendra le développement de l'esprit ou de l'âme si cela fait partie de votre système de croyance, sinon l'ego le combattra, donc comme une menace, parce que comprenez qu'il faut bien être, comme on dit, calé avec soi-même, il faut bien avoir une force intérieure et une connaissance de soi importante avant de développer, avant de pouvoir réaliser son chemin, car il y a l'ego peut se sentir menacé de disparition. Le self, lui, a besoin de connexion, a besoin de reliance, a besoin de se réunir à quelque chose de supérieur et de plus grand que lui, a besoin de se dépasser. L'ego peut se sentir menacé par cette approche et que se sentir, voire même peut avoir peur de son existence, peur de ne plus exister, peur de ne plus être reconnu ici et maintenant par son entourage proche, par exemple. J'ai actuellement, et je ferai des notes de lecture sur les travaux d'Hollis, par exemple, sur la deuxième partie de vie, dans lequel il décrit deux parties. Donc dans la vie, la première partie, pendant laquelle l'ego prend le leadership, et donc on veut exister par rapport à ses parents, son environnement, son époux, son conjoint, ses enfants, et la deuxième partie où l'âme veut se réaliser, et donc demande à l'ego de disparaître par rapport à quelque chose de plus grand que soi. Mais l'ego, bien entendu, peut résister. Donc je vous le disais que Deeper Change and Cindy Wigglesworth a développé un modèle d'intelligence spirituelle. Donc elle, par contre, Goleman avait développé 12 compétences, Cindy en a développé 21. Je vous ai mis ici les 21 compétences, donc focus avec le self, donc comme je dis le soi, la maîtrise du self, focus sur les autres, et la maîtrise ou la présence spirituelle, la maîtrise sociale ici qu'on va appeler présence spirituelle. Et elle a développé 21 segments que je vous invite à découvrir sur son site. Ils ont un site Deep Change, donc que je vous invite à découvrir sur son site. Ils ont même des tests, ils ont fait des tests pour mesurer les quotients spirituels. Donc l'objectif de tout ceci, bien sûr, c'est de devenir plus compétent. Cette série de vidéos va être faite pour développer un leadership beaucoup plus humaniste, et donc devenir plus compétent dans le domaine. La compétence, je vous le rappelle, c'est toute caractéristique mesurable d'une personne qui produit une différence de niveau de performance dans un emploi, un rôle, une organisation, une culture. Je vous rappelle également, la compétence, c'est les autres qui vont nous renvoyer notre propre compétence. Elle se mesure par le regard des autres, qui nous renvoie à nos propres comportements. C'est une attitude apprise, comme je vous le disais dans les slides précédentes, cela demande du travail, de passer de l'ego au self, cela demande du travail, et donc ça demande une compétence. Une compétence, c'est une aptitude apprise. Elle est optimale quand nous utilisons les 4 types d'intelligence, donc elle contribue alors à plus de performance professionnelle. Nous pouvons développer nos capacités, même les dépasser en devenant plus conscients, donc en écoutant nos émotions, en maîtrisant mieux nos pensées, nos émotions,
comme je viens de le dire, et nos comportements. Ceci finit la première série de présentations générales sur l'ego et le self, le développement du self. Je prévois de faire toute une série de vidéos sur le leader conscient, le leadership conscient. Donc si vous vouliez me contacter ou avoir plus d'informations, je vous laisse ici mes coordonnées. Vous pouvez le faire soit à partir de mon site, soit en m'envoyant un mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.